Voici plus de 40 000 ans, alors que la dernière glaciation touchait bientôt à sa fin, quelques groupes d'hommes ayant atteint les confins du continent asiatique partirent à la conquête d'un territoire encore inconnu, et qui s'étendait cette fois au-delà d'une mer alors peu profonde. Un territoire qui bien plus tard allait devenir un archipel composé de plusieurs milliers d'îles, et que l'on nomme aujourd'hui Japon. Ces hommes, on en est sûr aujourd'hui grâce aux dernières découvertes archéologiques, maîtrisaient nécessairement une forme rudimentaire de navigation qui leur permit de franchir l'étroit bras de mer séparant ce qui deviendrait l'actuelle péninsule coréenne du Japon. D'autres individus sont arrivés à peu près à la même époque, dans ce qui n'était pas encore tout à fait un archipel, par une voie maritime située plus au sud, depuis ce qui deviendra par la suite Taïwan, remontant d'île en île par cabotage jusqu'au sud du Japon. D'autres, enfin, suivront plus tard un autre chemin bien plus rude, à travers les territoires gelés et enneigés du nord du continent et de ce qui est aujourd'hui l'île de Sakhaline. Un chemin qui, cependant, n'a existé que durant le dernier maximum glaciaire, au moment où ces terres n'étaient alors pas séparées par la mer, leur permettant d'arriver à pied jusque dans le futur archipel. Ce maximum glaciaire a eu lieu de 28 000 à 21 000 ans avant notre ère. Par conséquent, on a désormais la certitude que les premiers individus parvenus sur le sol japonais y sont bel et bien arrivés par la voie maritime. Ainsi a pu démarrer le peuplement du Japon, pour permettre l'éclosion de ses premières civilisations paléolithiques. Les premiers peuples de l'archipel, dont la majorité des îles ne sont alors pas encore séparées par la mer, ont ainsi commencé à former une première civilisation. On peut la qualifier de la sorte, car elle se distingue des autres formes de civilisation dont on a retrouvé des traces sur le continent eurasien. La principale caractéristique permettant de la définir est bien entendu en premier lieu cette maîtrise rudimentaire mais ô combien précoce de la navigation, maîtrise grandement favorisée par l'exploitation de l'obsidienne, car un des principaux gisements se trouvait à plus de 30 km au large des côtes les plus orientales de l'époque. D'autres caractéristiques essentielles viennent compléter le tableau de cette première civilisation nippone. La confection de haches en pierre polie dont le tranchant était ensuite retouché et affûté, des habitats groupés formant des anneaux pouvant aller jusqu'à 80 mètres de diamètre, et même le creusement de pièges à fosses pour la chasse de certains mammifères, chose que l'on ne retrouvait nulle part ailleurs à cette époque lointaine. L'exploitation de l'obsidienne, ainsi que des autres ressources minérales de l'archipel, telles que le quartz ou l'andésite, ne nous a pas seulement permis de découvrir cette maîtrise inédite de la navigation par les premiers hommes ayant foulé le sol japonais, c'est aussi elle qui nous a permis de découvrir récemment les vestiges de ces habitats en anneaux dont beaucoup ont été retrouvés dans la préfecture de Chiba, à l'est de Tokyo. On en a bien entendu retrouvé également dans tout le pays, et presque systématiquement, ces traces d'habitats circulaires sont liées à des sites d'approvisionnement en minéraux, dont l'importance à cette époque n'est plus à démontrer. Les archéologues en ont ainsi déduit qu'il existait à travers le Japon du Paléolithique tout un réseau de sites d'extraction de ces minéraux. Car les fouilles ont aussi montré autre chose. Les premiers habitants de l'archipel n'étaient pas plus sédentaires que leurs homologues du continent à la même période. Ils étaient bel et bien nomades et voyageaient ainsi d'un site à l'autre. On pourrait pratiquement les assimiler à des lieux de villégiature temporaire, des habitats où les populations logeaient le temps d'exploiter la ressource disponible à cet endroit, de tailler leurs outils, avant de repartir en portant le fruit de leurs travaux dans la suite de leur périple. Cela a été démontré puisqu'il est possible de retracer l'origine des artefacts et d'autres outils de type lithique retrouvés à travers le Japon. On a ainsi pu constater que nombre d'entre eux avaient été façonnés sur des sites parfois très éloignés de ceux où ils ont été retrouvés. Ces lieux d'habitation devaient néanmoins pour certains accueillir des groupes assez nombreux, comme le démontre par endroits la présence de pièges à fosses. En effet, ce type de dispositif demande d'être suffisamment nombreux pour les exploiter, d'autant qu'on les a souvent découverts de manière regroupée. On peut donc en conclure qu'un nombre important d'individus devaient séjourner à cet endroit en permanence, sans doute plusieurs dizaines, voire une centaine de personnes, ce qui est un chiffre déjà important pour l'époque. Ces lieux de vie et d'extraction des minéraux étaient sans doute déjà très nombreux également au Paléolithique. On en a recensé plus d'une centaine à travers tout le Japon, dont les plus importants sont ceux des préfectures de Chiba et de Nagano. Mais on peut penser qu'il y en avait davantage,
et que beaucoup restent sans doute à découvrir. Parmi les plus connus et surtout les plus importants, on peut mentionner le site Donbara, dans la préfecture d'Okayama, sur lequel on a réalisé de nombreuses fouilles particulièrement méticuleuses. Ces dernières ont montré qu'une grande variété de minéraux y était exploitée. C'est un site important qui a permis notamment aux archéologues de mieux comprendre le fonctionnement des premières civilisations du Japon. Car on sait que ce site a été en activité durant très longtemps au cours du Paléolithique supérieur, à minima pendant près de 10 000 ans, ce qui fait qu'il a pu fournir un grand nombre d'informations aux chercheurs. Toutefois, durant le maximum glaciaire de la fin du Würm, on a constaté que l'activité s'y était faite moins intense qu'auparavant. Mais il n'empêche qu'on a pu en conclure que ce site constituait une sorte de carrefour des différentes routes suivies par les nomades du Paléolithique. Une route nord-sud, allant de ce qui deviendrait l'actuelle île de Shikoku jusqu'à l'île de Dogojima, actuellement située dans la mer du Japon. Toutes ces îles faisaient alors partie d'un seul et même ensemble de terres émergées. L'autre route était orientée est-ouest, allant de l'actuelle préfecture de Tottori à celle de Yamaguchi. Mais ce type d'habitat, de même que les pièges à fosses ou encore les haches en pierre polie dont les lames étaient retouchées, n'a duré qu'un temps relativement court, à l'échelle archéologique s'entend, en l'occurrence jusqu'au dernier maximum glaciaire vers 28 000 avant notre ère. Les groupes d'individus se réduisent alors en taille et les sites comme ceux d'Onbara ont révélé qu'ils étaient fréquentés par des groupes bien plus modestes. Mais tout va changer encore davantage à partir de 20 000 ans avant notre ère, lorsque le monde va sortir de l'ère glaciaire et que le climat va très rapidement se réchauffer. En effet, durant le dernier maximum glaciaire, de nouveaux venus ont atteint le territoire, en arrivant cette fois par la route nord et l'actuelle île de Sakhalin. Ce sont les températures particulièrement basses de cette période qui leur ont permis d'arriver à pied depuis le continent jusque dans l'archipel. Ces individus originaires de l'Est asiatique ont apporté avec eux de nouvelles techniques et de nouveaux outils en pierre taillée, ce que l'on appelle les microlithes. Il s'agit de lames courtes, très fines et très étroites, prévues pour être ensuite fixées sur un support plus robuste, tel que du bois ou un os. Leur apparition sur le sol japonais remonte en plein maximum glaciaire, il y a 24 000 ans, sur l'île d'Hokkaido, preuve qu'ils ont bien été introduits au Japon par les peuples venus du nord lorsque le passage était possible à pied sec. Ces nouveaux arrivants, ainsi que leurs techniques nouvelles, vont rapidement essaimer jusque sur les côtes occidentales de l'actuelle mer du Japon, et, pour finir, jusqu'à Kyushu. Petit à petit, les anciennes méthodes pour tailler la pierre vont disparaître au profit de ces microlithes, tandis que les populations déjà présentes vont également se mélanger à ces nouveaux venus. Un premier brassage ethnique commence, et avec lui, l'apparition d'un premier marqueur important dans la préhistoire japonaise, vers 16 000 avant notre ère, l'apparition des premières poteries. La civilisation du Paléolithique japonais a vécu, pour laisser la place désormais à sa première évolution notable, celle qui deviendra la civilisation Jomon. Pensez bien à liker, commenter, partager ce podcast autour de vous, c'est important, et si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains. La semaine prochaine, on se retrouve pour une vraie vidéo. D'ici là, portez-vous bien, et comme toujours, continuez d'aimer le Japon. Matane.